m'avez convié à intervenir dans ce débat sur le rôle de l'enseignant par rapport au développement de l'esprit critique des enfants. Nous pouvons constater que cette question mobilise désormais bien au-delà du système éducatif, avec notamment un engagement de plus en plus fort du monde des médias. Ceux-ci, en effet, sont de plus en plus critiqués. C'était particulièrement clair lors des dernières assises du journalisme tenues à Tours le mois dernier, où il était même question de, je cite, la banalisation des discours de haine contre les journalistes. Ces professionnels, médiateurs de l'information, éprouvant la nécessité d'expliciter leur rôle dans la société face à la montée d'une information émanant de sources non identifiées, mais qui apparaissent séduisantes à un grand nombre d'adolescents et aussi d'adultes. L'information ne saurait être faite exclusivement par des algorithmes, qu'elle limite pour ces traitements automatisés d'information. On touche ici à des questions techniques et éthiques. Quels peuvent être les apports aussi de l'intelligence artificielle dans la diffusion de l'information? Il y a donc clairement besoin d'une action concertée dans ce champ de la formation de l'esprit critique. Le sujet de la formation de l'esprit critique des élèves est fort ancien. On peut même dire qu'il est l'essence même de l'école républicaine. Référons-nous à Condorcet qui, dans ses mémoires sur l'instruction publique de 1792, écrivait « N'imaginez pas que les lois les mieux combinées puissent faire un ignorant l'égal de l'homme habile et rendre libre celui qui est esclave des préjugés. » Dès cette époque fondatrice pour notre système éducatif, comme pour la République elle-même, on voit bien que l'école ne saurait être uniquement un lieu de transmission de savoir, d'empilement de connaissances, mais être bien davantage une école qui rend libre et qui, pour ce faire, doit affranchir les élèves des préjugés. Il s'agit bien là de la formation de l'esprit critique. Par un bond de près de 2 siècles, ce sujet de la formation critique a pris une ampleur bien plus grande avec l'avènement du web. Il y a exactement 30 ans, et son développement continue à vitesse de plus en plus accélérée, rappelons que le web est l'émanation d'une communauté scientifique qui avait l'ambition de relier les chercheurs du monde entier, puis de rendre le monde meilleur par un partage des connaissances. Mais cet objectif premier a été rapidement détourné, d'abord pour des services commerciaux de toute nature, ensuite par les réseaux sociaux qui peuvent à la fois permettre l'émergence de communautés riches et positives, mais aussi se révéler des espaces d'enfermement, d'embrigadement, de circulation d'informations fausses. Face aux défis posés, l'éducation nationale a une mission essentielle d'éducation et de formation. Évidemment, cette mission se réalise au quotidien dans chaque école, chaque établissement scolaire. Et ce sont les enseignants, les personnels d'éducation, les personnels d'encadrement qui sont en première ligne. La question de l'esprit critique est à la fois pluridisciplinaire au sens où elle doit s'effectuer dans toutes les disciplines et transdisciplinaire car elle appelle aussi un traitement transversal. Cette formation commence dès le plus jeune âge. Les programmes de l'école maternelle évoquent déjà une éducation à l'image. Je vais le citer, caractériser les différentes images fixes ou animées et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation afin d'avoir à terme un regard critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis le plus jeune âge. Dès le cycle 2, les programmes aussi parlent d'événements. L'éducation aux médias et à l'information permet de préparer l'exercice du jugement et de développer l'esprit critique. Au cycle 3, encore, l'éducation aux médias et à l'information, mise en place depuis le cycle 2, permet de familiariser les élèves avec une démarche de questionnement dans les différents champs du savoir. Ils sont conduits à développer le sens de l'observation, la curiosité, l'esprit critique et de manière plus générale, l'autonomie de la pensée. Je citerai encore les programmes du cycle 4. Dans une société marquée par l'abondance des informations, les élèves apprennent à devenir des usagers des médias et d'Internet, conscients de leurs droits et devoirs et maîtrisant leur identité numérique, à identifier et évaluer en faisant preuve d'esprit critique les sources d'information à travers la connaissance plus approfondie d'un univers médiatique et documentaire en constante évolution. Par rapport aux disciplines, citons aussi les mathématiques et la culture scientifique et technique qui aident à développer l'esprit critique et le goût de la vérité. Et pour ne prendre qu'un autre exemple, le nouveau programme d'enseignement moral et civique de seconde des voies générales et technologiques, en application en septembre prochain, à la rentrée prochaine, précise savoir exercer son jugement
et l'inscrire dans une recherche de vérité, être capable de mettre à distance ses propres opinions et représentations, comprendre le sens de la complexité des choses, être capable de considérer les autres dans leur diversité et leur différence. En ce qui concerne les principes, il s'agit de rendre l'élève acteur. Cette éducation citoyenne à l'information et aux médias est par excellence une éducation qui s'appuie sur des situations de problème. Là aussi, comme il est écrit dans les programmes de seconde, la mise en activité des élèves est essentielle. Il convient de multiplier les occasions de mise en activité des élèves sous forme variées, exposés, travaux en groupe, mini-projets, productions individuelles ou collectives, qui permettent là encore de développer des compétences transversales, les fameux 4C, savoir développer sa créativité, savoir collaborer, savoir créer, savoir communiquer. Tout ça pour faire preuve d'autonomie, d'initiative et de créativité, présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre d'un débat, coopérer au sein d'une équipe, rechercher de l'information, apprendre à utiliser des sources de qualité, partager ses ressources, faire un usage aussi responsable et critique des sciences et technologies numériques. Pour évoquer le rôle de l'enseignant, je reviendrai à Condorcet qui écrivait « La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir ». Cette pensée me semble bien traduire ce que peut être l'esprit qui doit animer toute formation à l'esprit critique, tout en ayant conscience que les paroles ne se valent pas et que chercher à démêler le vrai du faux est une nécessité. Il y a un besoin de méthode, de repères et particulièrement de savoir évaluer les sources d'information. En termes d'action concrète, sachant que notre mission générale est bien de développer une éducation citoyenne dans la société numérique pour accompagner au mieux les enseignants, le ministère et notamment la direction du numérique pour l'éducation et son réseau s'emploient à développer des partenariats comme vous le faites aujourd'hui à Agen, concevoir des formations nationales pour former les personnels encadrants et les relais académiques, éduquer, j'en citerai quelques-uns, éduquer aux usages responsables des réseaux sociaux, esprit critique, esprit scientifique, proposer ou soutenir encore des manifestations et des initiatives comme la semaine de la presse et des médias dans l'école, le Safer Internet Day, le concours des trophées des classes ou encore des hackathons. Mettre à disposition aussi des ressources avec des sites et des portails tels que les valeurs de la République, le réseau Canopé, qui comprend un espace régulièrement actualisé sur l'esprit critique, et aussi Internet responsable ou EduCNUM, proposé par la CNIL. Je signale un ensemble aussi de lettres sur le site EduNum, dont une qui traite précisément de l'esprit critique, et une autre, la dernière, dont la thématique est la citoyenneté numérique. Enfin, concernant l'évaluation des compétences acquises, nous disposons aujourd'hui de la plateforme PIX, désormais opérationnelle. PIX est un outil évolutif conçu en référence aux standards européens qui permet d'évaluer les compétences numériques des élèves dès le cycle 4 et de suivre les progrès. Elle va être adossée à un cadre de référence des compétences numériques qui paraîtra bientôt et qui organise celle-ci de façon progressive et dans le contexte de la formation aussi tout au long de l'année. Pour conclure, je ferai appel au philosophe Michel Serres qui a écrit qu'il y avait deux pays, Agen et le monde. Son discours sur le nouveau défi de l'éducation, plus connu sous l'appellation Petite Poussette, prononcé il y a 8 ans lors d'une séance solennelle de l'Académie française, mérite d'être relu pour sa mise en relief des évolutions en cours sur le plan du corps et des connaissances, et plus encore peut-être pour son optimisme et sa confiance en l'avenir. Il nous invitait et nous invite, face à des mutations à inventer, d'imaginables nouveautés, hors des cadres désuets qui formatent encore nos conduites et nos projets. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des échanges fructueux. À très bientôt. Bravo. Bravo. Ça nous a semblé très important et je remercie Jean-Marc Mérieux et je le ferai de votre part à tous, je pense, directement très bientôt. Mais je trouve que c'est une excellente introduction parce qu'elle est optimiste, comme je le disais, parce qu'elle montre que l'éducation nationale, et de mon point de vue, c'est un avis personnel, je me permets, j'en permettrai quelques-uns pendant la soirée, mais c'est le ministère le plus en avance sur cette question de l'intégration par le numérique, et c'est tant mieux, c'est son rôle d'ailleurs, heureusement que c'est celui-là. Et on a donc aujourd'hui effectivement une école qui s'organise
pour être prête et préparer les enfants, les jeunes, à cette génération qui saura avoir cet esprit critique, donc qui est au cœur du sujet de nos débats. Et encore une fois, je pense qu'on peut être effectivement assez pessimiste aujourd'hui sur les enjeux d'inclusion dans une société numérique où l'esprit critique peut être vif, mais effectivement, on peut espérer dans cette école, et je crois que c'est important pour nous d'avoir confiance dans notre école aussi, sur ce plan-là. Alors maintenant, il peut y avoir des freins, notamment l'inégalité entre les différents départements, les différentes régions, les différents lieux où l'école se déploie. Mais le Maïf Numérique Tour, le camion, est l'exemple de cette volonté d'irriguer le territoire. Voilà, alors on va rentrer dans le vif de vos points de vue, de votre approche du sujet avec Pascal Samama. J'ai proposé un exercice très simple, qui est de dire donnez-nous quelques exemples, un exemple si vous pouvez, en tout cas Pascal et Alexis vont se prêter à ce jeu-là. Et voilà, quel est pour vous un exemple client de désinformation, de difficulté de cette relation à la vérité, et comment, de votre point de vue, dans votre métier, dans votre esprit, dans votre regard, dans votre recul sur ce sujet, vous pouvez apporter un élément au débat et ce point de vue. Donc Pascal, voilà. Je sais que c'est pas simple, mais on est très libre ici, on est à jeun, démocratique et je sais que c'est pas compliqué. C'est pas simple, mais on va faire que ce ne soit pas compliqué. Pardon. Tout d'abord, j'aimerais aussi remercier Florence parce qu'organiser un débat si complexe, c'est pas simple, effectivement, de fait, parce que c'est un débat courageux, parce que c'est un débat qui oppose des gens qui avaient l'habitude, il y a quelque temps, de pouvoir confronter leurs idées dans la paix, essayer de se convaincre. Aujourd'hui, l'opposition d'idées atteint parfois des violences. La vérité est nulle part, on ne sait pas tellement où elle est. Des informations tuent des désinformations et l'inverse est aussi réel. Bref, c'est un sujet qui est au centre, non pas de la vie quotidienne tout simplement, mais au centre de la civilisation pour moi. C'est plus qu'important, c'est fondamental. Chaque jour, il faut faire le tri entre information et fake news. C'est pas simple. Moi, c'est mon métier. Tous les jours, à chaque fois qu'on reçoit une information, un communiqué, on se demande toujours d'où ça vient, pourquoi, comment. On a l'accès aux personnes pour interroger, pour essayer de savoir ce qu'il en est. Le citoyen lambda est vraiment sans... Quand je dis lambda, c'est le citoyen de tous les jours, celui que je suis aussi, celui ma famille l'est, tout le monde aujourd'hui est citoyen lambda, et un peu démuni par rapport à tout ça. La désinformation s'est répandue à tel point que la prudence est devenue la pierre angulaire de la citoyenneté. La prudence, ça veut dire qu'on ne peut plus lire une information aujourd'hui sans se demander si elle est vraie, quel intérêt la personne qui l'a dit a à le dire. Et tout le monde, monsieur le maire parlait de défiance vis-à-vis des hommes politiques, il y a une gigantesque défiance vis-à-vis des journalistes aussi, évidemment. L'information, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à éclairer le public pour qu'il se forge une opinion. La désinformation, au contraire, c'est un outil de manipulation qui transforme des mensonges en vérité en induisant le doute permanent sur des faits même incontestables. Rappelez-vous aujourd'hui le débat qu'il y a, peut-être pas en France, et j'espère jamais, mais sur le fait que la Terre soit ronde aux États-Unis. Il y a des gens qui se demandent qui nous prouve que la Terre est effectivement ronde. Moi, quand je marche, je vais tout droit et je ne sens pas d'arrondi. Et comme j'ai jamais été dans l'espace, pour moi, la Terre est plate. Donc, la fake news sert à quoi? Elle sert à discréditer un contradicteur sans argument et sans apporter aucune preuve de ce que l'on avance, et parfois même en inventant des arguments. Parfois, les mensonges même aujourd'hui se travestissent en blagues pour dédouaner ceux qui les diffusent. Autant caricaturer quelqu'un en espérant que cette caricature, que cet humour se transmette sur les réseaux sociaux et devienne une vérité. Et quand on accusera la personne d'avoir diffusé cette information, il dira oui mais c'était une blague, on fait de l'humour, on fait de l'ironie. Or, une fois que c'est diffusé, c'est réellement diffusé, des gens y croient dur comme fer. Alors l'histoire est remplie de fake news. Faut pas penser que les fake news sont arrivées, que la désinformation est arrivée avec Internet.
ce terme n'était pas employé, mais les méthodes et les buts étaient les mêmes. Rappelons-nous d'histoires dramatiques, je ne vais pas tous les lister bien sûr, mais dans notre histoire un peu récente, il y a eu les charniers de Timisoara qui ont été diffusés à la télé, et bien sûr, beaucoup y ont cru, tout le monde y a cru. Il y a eu les diffusions au Rwanda de la radio d'Émile Colline, qui a causé de la mort de millions de personnes, on s'en rappelle aussi. Il y a eu un tas de choses, il y a eu même la guerre froide, où les deux camps, ou tous les camps, diffusaient des fausses informations pour anéantir l'adversaire dans les mentalités. Ça aurait pu conduire à une troisième guerre mondiale, évidemment. Aujourd'hui, les fake news se diffusent de façon insidieuse. On voit Donald Trump qui se plaît à répéter aux journalistes, à chaque fois qu'un journaliste lui déplaît, « You're a fake news », ça veut dire ce que vous dites, c'est de la désinformation. Donc le journaliste n'a même plus la possibilité de contre-argumenter, de questionner et d'aller où il veut aller pour avoir un peu plus d'informations sur un sujet. Le Washington Post, qui a fait tomber un président et qui est difficilement accusable de fake news, est aujourd'hui suspecté d'agir par idéologie. Au Royaume-Uni, le référendum sur le Brexit a été pollué par une violente campagne de désinformation, on s'en rappelle. Les dirigeants de la campagne pro-Brexit ont fabriqué de toutes pièces des mensonges, on le sait aujourd'hui, ça a été dévoilé, il y a des preuves qui le disent. Ils disaient par exemple qu'en quittant l'Union européenne, le pays pourrait économiser 350 millions, le chiffre était très précis, par semaine, et les affecter à la sécurité sociale. Simple, efficace, mais totalement faux. Et bien sûr, on y croit, on a envie d'y croire. Les exemples sont nombreux. La lutte en information et en désinformation dure depuis des millénaires, mais elle n'a jamais atteint le niveau que l'on connaît actuellement. Et ceci repose évidemment sur les nouvelles technologies au sens large et sur les réseaux sociaux en particulier. Alors il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur de diaboliser Internet. Internet, je l'ai vécu, on l'a tous vécu, on l'a tous espéré, enfin moi en particulier, on espérait qu'un jour une technologie arrive pour nous permettre d'accéder à l'information, de mieux se cultiver, de faciliter l'accès à beaucoup de choses. C'est une révolution importante, aussi importante que celle de l'imprimerie. Son ambition, c'était d'élever les hommes, c'était les hommes et les femmes, de créer des rencontres, de faciliter l'accès à la culture, d'apprendre ce que l'on veut, quand on veut et où que l'on soit. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qu'on n'a pas su maîtriser, ce qu'on n'a pas su appréhender, c'est la puissance de ce média par rapport à tous les autres qu'on avait connus jusqu'à présent, comme le papier, la radio ou la télévision. Alors, j'ai une anecdote assez criante de ce que peut faire un message sur Twitter, un message de 240 signes. Ça se passe en 2013. C'est une directrice de la communication d'un groupe de médias américains, une jeune femme qui s'appelle Justine Sacco, tout le monde la connaît maintenant dans le milieu de l'Internet, qui va en voyage, elle quitte New York pour se rendre en Afrique du Sud. Et avant de partir, elle tweet à ses amis, à son groupe d'amis, exactement, « Je pars pour l'Afrique, j'espère que je ne vais pas attraper le sida, je plaisante, je suis blanche. » Et elle monte dans l'avion. Alors le message est de mauvais goût, évidemment, il était destiné à un groupe très restreint. Ce qui se passe, c'est qu'en quelques minutes, ce message destiné à 12 personnes, ou 15, ou 20, ou 30, a fait le tour du monde. Pendant qu'elle était dans l'avion, 10 heures d'avion, le nom de la jeune femme devient sur toute la planète synonyme de haine. Il y a un hashtag qui est créé à son nom pour appeler le plus de gens possible à l'attendre à l'aéroport à son atterrissage. Son nom est utilisé, il y a un nom de domaine qui est créé à son nom, qui renvoie à une ANG, l'ANG Aid for Afrique. Et toujours pendant son vol, elle n'en sait rien, elle n'a pas de connexion, il n'y avait pas encore, il n'y a toujours pas d'ailleurs de Wi-Fi dans les avions, mais elle se fait licencier. Et donc voilà, donc elle arrive à l'aéroport de Johannesburg, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une meute de gens avec des pancartes à son nom, demandant sa tête, elle s'étonne, elle comprend assez rapidement parce qu'on lui explique ce qu'il en est. Elle tente de s'expliquer, c'est trop tard, sa carrière professionnelle a été totalement ruinée, et aujourd'hui elle est tranquillement toute seule et elle essaye de se refaire.
On se rappelle aussi un exemple qui est un peu plus même terrible. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Terry Jones. Terry Jones, c'est un pasteur américain dans une ville, personne ne le connaît. Il vit dans une ville qui s'appelle Gainesville. Personne ne connaît cette ville, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est filmé et a mis sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de brûler un Coran. Qu'est-ce qui se passe une heure après, des manifestations dans tous les pays arabes, des dizaines de morts, des centaines de blessés. Ce type, il y a quelques années, il aurait fait ça, il aurait eu un public de 10 personnes, on aurait trouvé ça bête, on aurait trouvé ça malin, chacun pense ce qu'il veut. Enfin, moi, j'aurais trouvé ça totalement stupide et violent. Mais en tout cas, un type tout seul dans son coin se filme en faisant une grosse bêtise et ça crée des morts. Alors, plus proche de nous, rappelez-vous, alors là, c'est vraiment très, très proche, hein, et on a tous fait dans la presse tout ce qu'on a pu pour contredire. On a vérifié l'information, c'est cette fameuse information des camionnettes blanches qui volaient des enfants. Personne n'a jamais vu de camionnette blanche, personne n'a jamais vu de vol d'enfants, aucune plainte n'a été déposée dans aucun commissariat. On a eu beau faire des checks à vérifier cette information, interroger les bonnes personnes, interroger le ministère de l'Intérieur, qui confirmait qu'effectivement, il n'y avait jamais eu de dépôt de plainte, aucun cas d'enlèvement. Il y a une alerte enlèvement en plus, une alerte enfant qui se déclenche assez rapidement et qui est assez efficace aujourd'hui. Rien. Et pourtant, il y a des gens qui sont des gens instruits, qui sont des gens qui sont des urbains, qui ont des smartphones, qui vont sur les réseaux sociaux, qui ont tous les outils pour vérifier tout ça, qui ont accès à l'information, qui ont accès à la culture, et qui sont quand même, qui sont permis de faire des descentes dans des endroits pour violenter des personnes qui n'avaient réellement rien à voir avec cette histoire. Alors comment on en est arrivé là? Tout simplement, et ça c'est mon avis, en diffusant des outils matériels et logiciels, des smartphones, des applis, qui permettent l'accès, de créer de l'information, puis de la diffuser d'un coup de pouce. Alors il y a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, qui ne demandent aucune formation, pas plus qu'un smartphone, quel qu'il soit. Et désormais, même la frontière de la langue est devenue obsolète. Je peux diffuser aujourd'hui, ou dans quelques temps, tout le monde pourra le faire, un message dans ma langue, le français, qui sera diffusé partout sur la planète, en chinois, en tout ce qu'on veut, en portugais, espagnol... Et chacun pourra l'accéder. Le message que moi je posterai d'ici d'Agen, eh ben, il sera lu, il pourra être lu dans la langue de chacune des personnes de la planète. Alors, comment ce phénomène est possible? Comment des personnes sensées peuvent relayer des infox? C'est ça la question en fait. Comment est-ce qu'on arrive à relayer les informations les plus absurdes? Alors des chercheurs travaillent dans différents domaines du comportement numérique, et cette démarche a même créé une science qui s'appelle les sciences sociales computationnelles ou les sciences de l'information et des humanités numériques. Pour un chercheur du MIT, certes, il constate qu'il y a une vraie désinformation, il y a une réalité de la volonté de désinformer, et lui, il explique cette désinformation par ce qu'il appelle la mésinformation. Ce qu'il dit, c'est qu'Internet a modifié la manière de s'informer, de créer un lien amical ou social, de partager des connaissances ou de mettre en avant ses opinions. Et c'est vrai, on le dit, sur Internet, on n'échange pas, on s'oppose. On s'allie pour afficher l'adhésion à un groupe et à ne pas être exclu. Chacun privilégie les informations qui confirment ses opinions et ignore ou rejette celles qui les contredisent. L'autre levier de cette mésinformation, c'est une forme d'analphabétisme numérique. Alors il ne faut pas y voir un analphabétisme classique, les gens savent lire et écrire, mais pour aborder la complexité technologique, de nombreuses personnes ne disposent pas des compétences nécessaires pour trier le millier d'informations provenant de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, des blogs, sur des sites, sur des réseaux sociaux, sur des forums. Nous, c'est notre travail. Par jour, on arrive à écrire un article et on passe des heures à checker réellement toutes les informations, à recouper, à passer des coups de téléphone. Imaginez une personne qui a un travail, qui a une occupation et qui devrait faire ça. La lecture de chaque article lui demanderait 5-6 heures. Ça n'est évidemment pas possible. Chaque article et bien sûr chaque message envoyé sur les réseaux sociaux. Alors, selon une étude qui a été menée aux États-Unis par des universitaires,
qui ont étudié les comportements sur Facebook. Cette étude dit que les plus de 65 ans seraient les plus fragiles, les seniors. Bon, ils diffuseraient plus facilement des fausses informations que les 18-29. Je vous lis vraiment l'étude, hein, parce qu'ils seraient plus crédibles et ils auraient plus confiance dans les messages affichés possibles. Mais tous les exemples que je viens de citer montrent que l'âge n'a rien à voir. L'âge vraiment n'a rien à voir. On voit des jeunes qui se laissent embobiner, on voit des vieux, on voit des hommes, on voit des femmes, on voit des gens de toutes catégories socio-professionnelles se faire avoir par de la désinformation, par facilité, par paresse, par peut-être des fois inculture, mais tout le monde peut être une victime. Alors pour ne pas être désinformé, pour ne pas rester mésinformé, il convient de savoir ce que informer veut dire. Ce mot a un sens assez précis dans le monde de la presse et même dans la société. L'information, pour nous, et pour les journalistes, que l'instruction est aux enseignants. Il s'agit réellement d'éclairer le public, de donner un sens aux événements pour éviter la confusion. Le but, c'est pas d'entraîner les gens vers quelque chose pour les amener à croire quelque chose, mais leur donner, comme on dit entre nous, les billes ou les biscuits pour se faire une opinion par eux-mêmes. Apporter une connaissance pour permettre de comprendre, de prendre une décision à ceux qui la reçoivent. L'information n'est ni une vérité ni un dogme. C'est au contraire ce qui permet parfois de se faire une idée des choses. La vérité, c'est vraiment autre chose, et les dogmes, pire encore. Pour accéder au statut d'information, il ne s'agit toutefois pas de répéter ce qu'on entend, ou ce qu'on nous a dit, ou pire, ce que l'on croit, avant de diffuser. L'information est recoupée, vérifiée, analysée, étayée, comparée, expliquée. Pour moi, c'est ça le travail des journalistes. Mais la presse, et je crois qu'on est tous d'accord sur ce point, n'est qu'une partie de la protection contre les fake news. C'est vraiment le dernier rempart. C'est dans une équipe de foot, c'est le gardien de but. Quand la balle arrive devant le gardien de but, avant, il y a quand même d'autres personnes de l'équipe qui n'ont peut-être pas fait assez bien le travail ou qui ont laissé passer le ballon. Sans une éducation préalable, les jeunes, même s'ils ne font pas partie de la génération Y, ou même s'ils en font partie, peuvent être victimes de ce phénomène. Peut-être faudrait-il enseigner les règles de ces territoires virtuels qui ne sont régis que par des conditions générales d'utilisation, les fameux CGU, que, évidemment, personne n'a jamais pris le temps de lire. En attendant, les gouvernements cherchent des solutions pour faire face à ce phénomène qui menace des valeurs. En France, la loi anti-fake news propose de rendre les plateformes responsables de ce qui est publié. Un élu ou un citoyen peut saisir un juge dans les 3 mois précédant une élection pour faire cesser la diffusion d'une infox. Le magistrat devra décider en 48 heures si cette information est, et là je lis le texte, manifestement fausse et diffusée de manière délibérée, massive et artificielle. C'est assez compliqué. Hier, je lisais la presse, et dans la presse canadienne, juste hier, le gouvernement canadien a émis une autre idée, c'est l'idée d'imposer un code de conduite aux médias sociaux, c'est-à-dire aux plateformes, sous peine de poursuites judiciaires et de lourdes amendes. C'est déjà le cas au Royaume-Uni, qui rend les responsables et dirigeants des plateformes des contenus qui sont diffusés. C'est aussi le cas en Australie. Au Canada, la désinformation est considérée comme une cybermenace. C'est quelque chose de très important qui touche les ministères de la Défense, de l'Intérieur. C'est bien plus important que le simple fait d'informer. Ce n'est pas qu'une histoire de journalistes et de citoyens. C'est vraiment une histoire de militaires. Alors la tâche n'est pas simple, parce qu'il faut définir avec précision ce qu'est une fake news. Et il y a Tristan Mendès-France, qui est enseignant au CELSA, qui est un spécialiste du numérique, qui dit, et c'est là que les choses deviennent très complexes, il dit que la fake news, pour lui, c'est un mélange de vrai, de faux, de sensationnel ou encore d'omission. Prouver que tout ça est faux, prouver dire qu'à partir de là, on a affaire à quelque chose de faux, c'est assez compliqué parfois. Bref, c'est une manière de dire que pour faire face, il faut compter sur soi. Chaque individu doit faire confiance dans son intelligence et dans sa capacité de savoir, de trancher, de connaître le vrai du faux, d'interroger. Et les réseaux sociaux peuvent permettre d'interroger. On reçoit beaucoup de mails dans la presse de lecteurs qui nous demandent comment on a obtenu telle information. Des fois, ça paraît naïf, mais il faut systématiquement répondre. Il faut compter sur soi à condition d'être vacciné par l'information et par la formation, car ces virus ne se transmettent plus. Ce n'est ni la méthode la plus simple, ni la plus rapide, mais comme beaucoup d'autres, j'en vois pas d'autres.
Merci de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. C'est une introduction complémentaire à celle de Jean-Marc Merriot qui nous pose bien les enjeux. Alors Alexis, il y a encore des tas de choses qui n'ont pas été dites. Il y a plein... Alors je vais rebondir. Panorama formidable que fait Pascal. Oui, alors plusieurs choses que j'ai notées dans les différents discours qui reviennent et qui sont essentielles. La première, c'est la confiance, la crise de confiance, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'accentue vraiment. Mais je vais y revenir après. La deuxième, évidemment, c'est la vérité. La vérité, et en fait, là, je vais être un peu iconoclaste et pousser les limites, c'est qu'en fait, on s'en fout de la vérité. Les gens s'en foutent. Les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, ils sont très heureux de penser que la Terre est plate, c'est même jubilatoire. C'est une façon d'exister. C'est une façon de prendre la parole et de dire, bah ouais, moi j'y crois. Et puis la vérité, je m'en fous. Et d'ailleurs, je vais créer ma vérité à moi. On va faire tout un socle avec des scientifiques, des faux scientifiques, avec des faux instituts, des machins. Et ça existe depuis très longtemps. Les religions, d'une certaine façon, peuvent rentrer dans cette création d'une vérité alternative. Et la vérité n'existe pas, bien sûr. C'est un faisceau de réalité, de vérité qui fait qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut exister. Et le danger démocratique, il est là, dans le fait où si les platistes sont 3000, c'est rigolo. S'ils sont 300 000, ça devient compliqué. Et s'ils sont plus nombreux à vouloir s'enfermer dans une réalité alternative en disant que c'est bien ici que j'existe et c'est bien ici que j'ai en fait un sens et une existence visible. Vous avez le cas, d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes nous apprend beaucoup, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de fake news qui ont circulé effectivement sur les groupes Facebook, parce que c'était une façon de dire « ouais, je suis content avec ça, tiens, et puis je vais le passer, parce que la fake news, elle marche mieux que l'information classique, parce qu'elle fait appel d'abord aux émotions, à la colère, à l'affect, enfin, c'est quelque chose qui fait réagir, c'est du stimulus. Et derrière, elle conforte parfois, ou elle permet de choquer, de dire « regardez, c'est quand même catastrophique et honteux ». Et puis on s'en fout si c'est pas vrai. Parce que ce qui compte, c'est qu'elle soit là et que ça nous permette d'exister. Et pourquoi on est comme ça ? Faut revenir à ce qu'est l'humain, en fait. Je vais faire un petit coup de pub à un ami, Olivier Aubert, qui est chercheur et qui sort un bouquin qui s'appelle Anopticon, le 19 avril, qui est un chercheur en sciences cognitives, qui nous explique qu'il faut faire une bascule, en fait, pour comprendre pourquoi on en est là. Parce que l'humain, quand il commence sa petite vie dans les cavernes, quand il va commencer à créer la civilisation, le langage, etc., il ne se bat pas pour chercher de l'info. Non, il se bat pour donner de l'info. On est tous émetteurs d'informations, et la lutte pour la vie, c'est de donner de l'info, c'est pas d'aller la chercher. Donc tout le monde, ici, vous êtes tous des médias. Et vous donnez tous de l'information, et c'est comme ça d'ailleurs que vous allez construire votre vie, parce que sans ça, vous n'existez pas. Et le problème est là, c'est-à-dire qu'on pense que le citoyen responsable, raisonnable, éclairé des Lumières est là pour chercher de l'information, pour s'éclairer par l'information qui va être donnée. Mais comme je le disais en introduction, il s'en fout. Ce qui compte pour lui, c'est l'information qu'il va donner. Alors ce phénomène-là, qui existait, qui a toujours existé, il est catastrophique à l'ère des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, on est capable, en tant que n'importe qui, de dire n'importe quoi à un nombre phénoménal de personnes. Et alors, phénomène, faut quand même limiter les choses. À tous ceux qui auront envie de le retweeter. À tous ceux qui, voilà. Mais ça peut être phénoménal. C'est-à-dire que vous avez les youtubeurs qui sont vus des millions de fois, regardez, et quand on va sur YouTube, c'est incroyable parce que vous avez la vidéo que vous êtes venu voir, et puis tous les offres que vous avez à côté, vous avez Michel Onfray, les reptiliens, enfin c'est tout le temps les mêmes. Hein. Et c'est tout le temps des vidéos complotistes, quasiment. Alors ils ont dit qu'ils faisaient des efforts, mais on en est loin. Donc, et quand on en parlera après du nombre d'heures de vidéos qui sont publiées chaque jour sur YouTube, c'est affolant. Donc on est dans un univers de la désinformation, on y navigue en essayant de donner son information, en essayant d'exister, et de manière la plus affirmative possible, ce qui fait que le débat, il est de plus en plus loin parce qu'on a ces bulles de filtre, aidées par les algorithmes d'ailleurs, et les plateformes ont un énorme rôle dans cette création en fait, de l'hystérisation du débat. Là où on avait un débat où on pouvait se rencontrer, on pouvait parler, on pouvait à taille humaine échanger et s'entendre, le café du coin, la mairie, voilà, les plateformes de débat, on a en fait un lieu où on n'existe pas, puisqu'on est sous avatar, souvent,
où on est en équipe. Tu parlais du gardien de but, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est des équipes en fait qui travaillent. Moi, j'ai eu affaire à des attaques d'extrême droite extrêmement virulentes sur Twitter. Les mecs arrivent, il y en a un, puis 2, puis 3, puis 10, puis 100, et voilà. Donc là, il faut éteindre Twitter pendant 3 jours. Mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'après, on peut dire à Twitter, je vais aller voir tous les comptes et leur dire que voilà. Mais en fait, non, on n'a pas le temps de faire ça. C'est-à-dire que c'est pas à nous de faire le boulot qui serait celui des plateformes si le boulot n'était pas fait. Mais comme on est des êtres humains et qu'on est fait comme ça, voilà, ça chasse en meute et ça fonctionne comme ça. Et puis ça joue en équipe. Alors ça peut être rigolo, ça peut être extrêmement dangereux quand on arrive à être président des États-Unis. Mais le fait Trump, il nous dit aussi comment on est démuni face à ça. C'est-à-dire que Donald Trump, il arrive, il fait une campagne, c'est pour rigoler au départ. Et il le dit clairement. Enfin, c'était vraiment pour dire à Obama, tiens, tu vois de quoi je suis capable. Il est élu. Mais il est élu parce que finalement, toutes les conneries qu'il a pu dire ont été relayées. En disant, regardez, il dit n'importe quoi. Et malheureusement, ce n'importe quoi, c'était de la pub pour Trump. Et les mecs disaient, ah, il dit n'importe quoi, mais il est drôle. Il y avait un côté entertainment, c'était la société du spectacle. On est au degré zéro de la politique, mais par contre, à l'achèvement de la société du spectacle, qui fait que le clown est élu parce qu'il est clown. C'est le cas en Ukraine, où c'est un comédien qui se présente pour être élu. Et avant lui, il y avait Reagan, mais qui était moins drôle que Trump. Mais je veux dire, on a des précédents, mais ça commence à s'accélérer beaucoup. Et ce qui est valorisé en fait dans l'information, c'est le côté sensationnel. Et plus Trump tweet des idioties, plus on est heureux parce que c'est incroyable. Regardez ce qu'il a tweeté. Alors on regarde le lendemain le tweet et c'est drôle. Et moi j'en ris. Enfin, je suis assez fan de Trump, hein. Pas pour ce qu'il fait en politique, mais pour le personnage m'amuse. Et je dois dire que c'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire. Donc ça marche très bien pour lui. Et j'ai compris qu'il avait gagné, en fait, quand un discours de Melania Trump, c'était en juin, avant qu'il soit élu, pendant la campagne, qu'elle avait copié mot pour mot sur un discours de Michelle Obama. Ce discours-là était vu 10 fois plus que le discours de Michelle Obama. Et là, on dit, bon, alors peu importe, parce que c'était le même discours, alors il y a ceux qui rigolent, mais il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui le voient. Et derrière, l'algorithme fait qu'il va pousser ce contenu qui est le contenu de la fake news ou de la rigolade ou du clown. Et c'est ce contenu-là qui marche. Et si on veut lutter avec les armes de la raison contre ces chevaliers de la fake news, qui ont théorisé, hein, Steve Bannon l'a théorisé, Trump dans sa campagne l'a théorisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'information et les caméras sur soi, autant y aller cash parce que c'est comme ça qu'on va occuper le débat. Et nos politiques aussi, certains ont essayé de limiter. Mais le problème est là, c'est que si on rentre dans le débat, il va falloir prendre du temps, il va falloir expliquer. On est dans la position de celui qui est contre, de celui qui va déjà expliquer. Donc déjà, on n'est pas drôle. Donc déjà, les gens font « oh, il n'est pas drôle, lui, non, j'ai envie d'écouter l'autre ». Et quand on est politique, on le sait bien. Donc on est dans la position, c'est pas celle de la lumière, c'est celle de l'ombre, c'est compliqué. Donc ça demande davantage d'efforts intellectuels et les gens sont plutôt feignants sur ce côté-là, tout le monde. Mais moi, je continue d'essayer de lutter quand des candidats là, aux européennes disent n'importe quoi. Donc vous ne pouvez pas dire ça, mais c'est pas grave. Ils l'ont dit devant un meeting de gens qui étaient acquis à leur cause, et derrière, advienne que pourra. Donc ça ne sert à rien. Donc on n'a pas trouvé aujourd'hui les armes contre la désinformation. Alors c'est grave parce qu'on essaye de faire des lois. En disant, il va falloir punir, il va falloir interdire, il va falloir trouver. On n'a pas forcément les outils adéquats, c'est-à-dire que saisir la justice, qui sous 48 heures doit donner un avis, enfin d'ici là, la news elle a fait le tour du monde, enfin c'est déjà trop tard. Et puis il y a le problème de la censure, de la libre parole, c'est-à-dire qu'une fausse information, elle a le droit de circuler. On peut dire ah mais je savais pas, j'étais de bonne foi. Finalement quand j'ai partagé ça, le retraité de 73 ans qui va cliquer sur un truc en disant mais je savais pas que c'était un site de fake news. Donc on ne va pas lui dire c'est honteux ce que vous avez fait, vous avez propagé, puisque vous êtes nombreux à l'avoir fait, une fake news. On le fait de bonne foi, ou même de manière jubilatoire parce qu'on sait que c'est rigolo ou qu'on va faire quelque chose, ou à des fins politiques de manipulation. Mais on n'a pas les outils, on n'a pas l'envie non plus parce que c'est compliqué. Et tu disais, écrire un article, ça prend du temps. Faire justement cette neutralité de l'information, de dire ça, on est sûr que c'est vérifié, qu'on a recoupé, qu'on a plusieurs sources, donc on vous l'offre à votre sagacité, faites-en ce que vous voulez, mais ça prend du temps. Or, ce boulot-là, personne ne prend le temps de le faire. Ou alors on n'a pas vraiment le temps dans sa journée. C'est-à-dire que si vous voulez vous informer aujourd'hui, il faut passer 1 heure, 2 heures par jour à lire plusieurs sources pour avoir finalement une idée
de ce que ce serait qu'un fait d'actualité. Personne ne le fait parce que, à part si c'est notre métier, mais autrement vous ne pouvez pas le faire. Et donc c'est demander beaucoup trop aux citoyens que de leur demander cet effort informationnel, sachant qu'il n'est pas naturel en plus, parce qu'à la base ce qu'il veut c'est lui être entendu, c'est pas aller chercher de l'info. Donc il faut trouver des solutions dans un monde où en plus la bulle informationnelle est en train d'exploser, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'informations à processer, produites, diffusées. C'est la première fois que l'humain a affaire à une telle masse d'informations. Alors il est en train de faire confiance à la machine, l'humain. Il se dit, vu que moi je ne peux pas, il y a les algorithmes, il y a les robots, on va filtrer tout ça, on va classer dans des cases. Or, là aussi, gros problème, biais cognitif, est-ce que la machine va nous donner des choses, ou les algorithmes nous montrer ce qu'on veut vraiment chercher? On s'enferme encore davantage dans une bulle informationnelle. Donc on va avoir ce problème en fait d'aujourd'hui, l'information qui est surproduite, on en a trop, parce que entre les fake news, vous avez aussi une information faite par des robots. Certains journaux américains, sur tout ce qui est sport, news de sport, etc., sont déjà faites par des robots, et on veut encore industrialiser davantage la production de nouvelles par la machine, avec des humains qui ont déjà plus le temps de prendre le temps de s'informer correctement. Donc on va demander à des robots de trier de la news qui ont été écrites par des robots, pour que éventuellement des humains les lisent. On en est là, mais c'est vicieux. Et c'est bien sûr au final parce que les médias sont en crise depuis quelque temps maintenant, parce que le numérique a fait son travail. Cette disruption, cette transition numérique, elle a été abordée difficilement par les médias, et je fais un parallèle systématique avec l'industrie musicale. La musique, ça a été les premiers impactés. Mais les médias et la musique, c'est un peu pareil. Vous avez en fait des monopoles de production et de diffusion, de musique ou d'information. Donc ça va bien. Quand on peut produire des disques et les envoyer partout, produire des journaux et les envoyer partout, on gère toute la chaîne. Et arrive le numérique, et là arrivent des groupes indépendants, des producteurs indépendants, on peut produire moins cher, on peut machin, et puis après on n'a même plus besoin de faire des disques, tout ça passe par du numérique, et donc on perd complètement son business model. Et le temps de retomber sur ses pieds, c'est compliqué, la musique l'a fait en passant par le flux. C'est Apple qui lance donc des catalogues, et puis après on a Spotify et toutes les plateformes de musique de flux que vous avez. Et c'est un changement complet de consommation musicale. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout la même approche avec la musique que quand il fallait aller acheter un album, lire des magazines spécialisés qui vous racontaient choisir. Là, vous avez des playlists. Alors voilà, vous mettez des playlists où vous avez l'album du moment parce que c'est payé et promu en marketing. En médias, en presse, on ne peut pas faire ça. Enfin, c'est-à-dire que si vous faites du flux, vous avez un problème de qualité. Ce qui est aussi vrai pour la musique, mais c'est encore plus criant pour les médias, parce que produire de l'information, ça demande beaucoup de ressources humaines, ça demande beaucoup de temps, et beaucoup de qualité particulière. Si vous faites du flux, c'est qu'il faut aller vite et c'est qu'il faut faire du copier-coller. D'où maintenant, vous avez plus de, je ne sais pas combien de pourcents d'informations qui sont les mêmes sur tous les médias français qui reprennent l'AFP, qui font du bâtonnage et qui vous revendent la nouvelle, la même heure, vous avez tous les sites qui vont parler de la même chose. Typiquement aujourd'hui, la photo du trou noir, vous l'avez lu sur tous les médias, alors vous êtes abonné à un tel, vous avez votre média de préférence, mais voilà, tout le monde a parlé du trou noir aujourd'hui. Mais on parle de choses beaucoup plus futiles et autrement, avec ce principe de flux, qui perd encore davantage sur la recherche, enfin sur ce que pourrait être l'information. Alors, pour conclure, il y a... Non, on ne peut pas conclure, mais pour conclure mon blabla, il faut... je pense qu'on en est qu'à la préhistoire de cette prise de conscience de ce que peut être la désinformation à l'heure d'Internet, à l'heure du web. On n'a pas les outils, ça c'est clair. Mais par contre, il y a quelque chose de clé pour reprendre la main, c'est effectivement la confiance. Et dès aujourd'hui, en finir avec la crise des confiances qu'on peut avoir sur les médias notamment. Donc il y a une autocritique nécessaire et urgente sur qu'est-ce qu'un média aujourd'hui, qu'est-ce que faire ce travail, parce que je pense que dans le choc de la transition numérique, on a essayé de se réinventer, beaucoup sur le divertissement, beaucoup sur le sensationnel, beaucoup sur le flux et peu sur le qualitatif, peu sur finalement ce que veulent les gens. Et ça revient souvent dans les enquêtes. Qu'est-ce que vous attendez? C'est une information de qualité. L'information de qualité, elle a un prix.
Alors il va falloir aussi expliquer que derrière, le modèle info gratuite, c'est pas forcément le bon. Et puis il va falloir aussi mettre les plateformes devant les responsabilités en disant vous ne pouvez pas comme ça indéfiniment utiliser du contenu à des fins de collecte de données sans rémunérer les producteurs de contenu, enfin sans faire en sorte que les producteurs de contenu puissent survivre. Donc on en est loin, mais il y a quelque chose à faire là, et aussi dans le travail de journaliste, de continuer davantage dans la critique sociale et en étant conscient que ce n'est pas un métier de bonne nouvelle ou d'entertainment. Mais c'est aujourd'hui difficile d'avancer sur ces thèmes-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on n'est pas rendu, le problème se complexifie. Et je ne sais pas si Bernard, tu vas nous aider à simplifier les choses, mais... Je vais essayer. Tu vas essayer, mais c'est vrai que le média, le rôle du média, le devoir du média, l'économie des médias, la multiplicité, la complexité, etc. Alors quand on est aussi proche que toi du journal Le Monde, donc The référence de Word, voilà, carrément, celui qu'on n'ose pas ne pas lire, et qu'on est président de la société des lecteurs de ce journal, évidemment, on vit de presse cette percussion incroyable qui vient d'être décrite de manière très complémentaire et formidable par nos amis. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la désinformation dans ce journal, mais en général, et de ton point de vue, comment on peut repositionner le lecteur dans une position d'acteur? Exactement. Alors c'est intéressant parce que Florence t'a demandé s'il y avait encore des lecteurs, et Alexis a dit que finalement tous les lecteurs, tous les citoyens étaient des acteurs, des producteurs et étaient eux-mêmes des médias. Donc finalement, effectivement, les lecteurs, la grande innovation suite à la révolution numérique, c'est que la relation entre les médias et les lecteurs a complètement changé. Et ça, je pense que c'est la clé de voûte. La relation a été intégralement modifiée. Alors, c'est lié à plusieurs choses. Il y a, effectivement, on en a pas mal parlé, c'est l'explosion de l'information gratuite. Donc, il y a de l'information gratuite absolument partout. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure. En 1 minute sur YouTube, il y a l'équivalent de 400 heures de téléchargement. C'est-à-dire que chaque minute, vous avez 400 heures que vous pouvez visionner sur YouTube, 400 heures supplémentaires par rapport à la masse d'informations absolument considérable qui existe déjà. C'est donc c'est quelque chose d'incroyablement massif. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, le schéma des médias, qui était un schéma vertical, il est complètement remis en cause. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une espèce de magistère. Les journalistes donc, écrivaient, sélectionnaient et finalement décidaient ce qu'ils souhaitaient diffuser. Et on est passé en quelques décennies en fait, d'un schéma où l'information venait d'en haut et ensuite elle circulait et elle était diffusée à une diffusion instantanée. Il faut juste se rendre compte qu'il y a quelques décennies, la presse, par exemple, était une industrie lourde. C'était du plomb. Je vous souvenez peut-être de la technique qui était utilisée. C'était prendre chaque lettre en plomb. Ensuite, vous aviez des pages qui étaient créées, de l'impression. Enfin, c'était un processus qui était lourd, qui était industriel. Maintenant, vous avez un président des États-Unis qui a envie d'informer la terre entière de ses élucubrations. Il fait un tweet et tout le monde le sait. C'est l'instantanéité totale, immédiate. C'est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, passer de la verticalité à l'horizontalité, ça veut dire aussi donc que les journalistes ont perdu une partie de leur magistère, voire même de leur spécificité. C'est l'un des risques, mais j'y reviendrai après. Ensuite, les conséquences, c'est que le modèle économique de la presse est évidemment complètement bouleversé, parce qu'on parle de gratuité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 25 ans, par exemple, alors là je parle de la presse française, en 25 ans, le chiffre d'affaires de la presse française a diminué de 42%.
Donc, on voit bien que les modèles là sont complètement remis en cause. Et on ne parle pas d'audience, parce que quand tu me demandais s'il y avait autant de lecteurs, pour un journal comme Le Monde, le nombre de lecteurs, l'audience globale a explosé. La seule chose, c'est que la monétisation notamment de l'audience web, de l'audience Internet, est extrêmement difficile. Évidemment est en proie à une concurrence colossale, et pratiquement l'entièreté, il faut que vous le sachiez, pratiquement l'entièreté de la valorisation publicitaire sur le web est récupérée par les GAFA. C'est-à-dire que vous avez 80% du chiffre d'affaires qui est généré par la publicité en ligne, qui est récupéré par les GAFA. Les médias traditionnels ne récupèrent que 6%. Et la croissance actuelle, la croissance donc de la publicité sur le web, est captée à 92% par les GAFA. C'est-à-dire que non seulement ils ont déjà 85%, mais tout ce qui est croissance actuelle, ils en récupèrent encore un peu plus. Ce qui fait que, évidemment, pour le reste des médias, il n'y a plus que des miettes. Je dis ça parce que l'information, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'information coûte cher. Et il faut une information, et une vraie information, c'est une information qui est validée, qui est sélectionnée, qui est hiérarchisée, mais surtout effectivement qui est recoupée, qui est analysée et validée. Et cette validation coûte cher, c'est-à-dire que la production actuelle d'informations coûte cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes ne créent rien. Je veux dire, elles créent de l'audience, mais elles ne produisent rien. Et c'est à mon sens un des problèmes actuels. Alors c'est une forme de hold-up, et justement, quand on disait que tout le monde pouvait être finalement un média, pour moi c'est quand même une illusion, parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est la distinction, c'est vraiment cette notion de distinction, la distinction entre l'information qui vient, l'information professionnelle, et l'information qui n'est pas professionnelle. C'est une illusion parce que entre l'information professionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, elle est régie par des règles, par des chartes, par des obligations légales. Un journaliste a des obligations légales, ça a été un petit peu dit. Et puis surtout, elle est régie par des règles déontologiques, des règles professionnelles. Donc, on en a parlé de validation, de vérification, tout simplement. Alors que les non-professionnels, il y a juste la liberté d'expression. Vous pouvez dire à peu près n'importe quoi avant de tomber sous le coup de la loi. Il faut vraiment y aller très fort. Hein. Et finalement, on est quand même dans des lieux et dans des espaces qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que l'information professionnelle, elle a une certaine fiabilité, et l'information non professionnelle, elle peut être évidemment de qualité, mais elle n'est pas régie par les mêmes règles. Justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, l'information non professionnelle et les acteurs non professionnels, ils ont tendance aussi à ne pas à ne pas suivre les règles, on va dire les règles de la profession, tout simplement. Il y a des études qui sont assez intéressantes. Alors, on les a juste évoquées tout à l'heure, mais les fausses informations circulent 6 fois plus vite que les vraies informations. C'est-à-dire que c'est une étude du MIT, et c'est assez extraordinaire. C'est que quand vous avez une fausse information, elle a souvent un éclairage un peu particulier, elle a un attrait, on en a parlé tout à l'heure, qui est voilà, elle nous fait rire, elle est anglée d'une telle façon, et donc elle circule 6 fois plus vite qu'une information, qu'une vraie information. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et un journaliste, évidemment, comme il a des règles déontologiques et professionnelles, il ne va pas faire circuler des fausses informations, sauf erreur particulière, mais ça fait partie de son boulot. Et évidemment, les acteurs communs, les citoyens, les non-professionnels, eux, ils vont assez gaiement. Il n'y a pas que cette
cette étude. Facebook a fait une étude qui est quand même assez rigolote. Donc Facebook a sorti une information comme quoi 70% des gens qui commentaient des articles scientifiques ne lisaient que le titre et pas le contenu. Donc ça, c'est une vraie information. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que cette information a été donc commentée par 45 000 personnes. Or, l'information au-delà du titre n'était que du bolo-bolo. Et ce qu'on appelle le bolo-bolo, nous, c'était du faux texte. Et donc, il y a 46 000 personnes qui ont commenté, juste en regardant le titre, un article qui n'était fait que de bolo-bolo. Ça vous donne un exemple. J'imagine, je me retourne face aux journalistes, j'imagine que les journalistes n'auraient évidemment pas fait ça. Je veux dire, donc c'est la grande différence, me semble-t-il, qu'il faut essayer c'est la distinction entre de l'information qui est réalisée par des organes professionnels ou autorégulés et ceux qui ne le sont pas. Alors, la dernière chose, c'est comment effectivement le lecteur, lui, peut lutter contre les fake news. Alors la première chose, c'est ce que je viens de dire, c'est la distinction entre de l'information qui est fiable et de l'information qui n'est pas fiable. Il faut que chacun soit responsable de ce qu'il diffuse, qu'il sache qu'effectivement il peut être à la fois producteur mais surtout diffuseur et que dans ce cadre-là, il a des responsabilités. Donc c'est prendre conscience de son propre rôle de diffusion. L'autre possibilité, c'est, il faut quand même le reconnaître, il y a énormément de médias qui ont commencé à produire de l'information et avoir de ce qu'on appelle en anglais le fact-checking, c'est la vérification des données, donc le contrôle. Donc Le Monde, effectivement, a été précurseur en la matière. Avec les décodeurs. Exactement, avec les décodeurs et avec le décodex. Mais évidemment, Le Monde n'est pas seul. Il y a aussi donc les télévisions. Il y a même d'ailleurs des coalitions. C'est assez intéressant. Il y a plusieurs médias qui se regroupent, par exemple, autour des européennes. Il y a 20 minutes, Le Monde, Libération et je crois France Inter qui se réunissent pour harmoniser et produire exactement et vérifier l'information concernant les élections européennes. Donc c'est vraiment des démarches qui sont allouées et il ne faut pas non plus complètement évacuer le rôle des plateformes puisque Facebook et Google ont aussi quelques démarches pour essayer donc de réduire. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point-là, mais en tout cas, ils ont mis en place des dispositifs qui permettent d'identifier les fake news et de les réguler. Alors, est-ce que c'est une démarche qui est sincère? Enfin, on peut remettre en question. Mais en tout cas, alors, il faut aussi savoir que certains médias, et notamment Le Monde, donc participent à des vérifications et donc des plateformes de validation et de vérification de fake news avec justement ces plateformes. Juste pour terminer, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a une enquête qui a indiqué que même s'il y a une défiance qui est colossale, on en a parlé, entre les lecteurs, et quand je dis lecteurs, c'est en général, hein, c'est lecteurs, auditeurs, modinautes, mobinautes, internautes et autres. Donc il y a une défiance effectivement colossale qui s'accentue d'année en année. Vous avez une étude qui est effectuée par La Croix et Kantar Media et qui paraît depuis de très très nombreuses années. Il n'y a que 44% des citoyens qui font confiance à la presse. Et le média qui obtient les meilleurs scores, c'est la radio à 50%. Internet, c'est 25%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et la défiance, la méfiance a tendance à augmenter. En revanche,
En revanche, il y a une étude de Via Voice qui est très récente et qui montre que 92% des citoyens considèrent que le rôle des journalistes est très important justement pour vérifier les informations et pour valider les informations. Donc tout n'est pas complètement perdu. Ah, ouf. Alors, comme traditionnellement, je me lève pour aller vers vous, et je vais quand même me tourner un instant aussi vers le Clémy pour entendre la réaction d'Isabelle Martin, qui est donc une experte de l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est vraiment, j'aimerais, Isabelle, vous êtes de Bordeaux, coordinatrice du Clémy de Bordeaux, pour les jeunes, mais pour les moins jeunes, parce que je crois que ça profite très largement, y compris la semaine de la presse et des médias, à de nombreuses personnes, de nombreux Français. D'abord, vraiment une réaction sur ce que vous avez entendu et éventuellement identifiez-vous un manque. Est-ce qu'il y a une chose dont on n'aurait pas parlé? Alors, effectivement, ce dont on a parlé, c'est ce que fait l'école, en fait, pour essayer de lutter justement. Un petit peu, oui, tout à fait, mais je veux dire sur la dimension éducation aux médias et à l'information, spécifiquement, plus que l'esprit critique, puisque l'éducation aux médias et à l'information n'est qu'une partie, finalement, de l'éducation à l'esprit critique. Alors, donc je vais revenir bien sûr sur différents points qui ont déjà été abordés en les ancrant dans la réalité de l'école. Mais avant, d'abord, je voulais faire une petite approche historique parce que c'est toujours important quand même de contextualiser les choses. Alors, le rapport des jeunes à l'information et le rapport de l'école à l'information. Donc en fait, il a fallu attendre 1976 pour que le ministre de l'Éducation nationale fasse entrer la presse à l'école. À l'époque, il dit « Nécessité d'ouvrir l'école aux réalités du monde moderne implique d'adjoindre à l'utilisation des instruments pédagogiques traditionnels, celle de la presse, qu'elle se présente sous forme écrite ou qu'elle utilise les moyens audiovisuels. » C'est important parce que ça veut dire qu'avant 1976, un enseignant qui utilisait la presse écrite en classe, il était passible de sanctions disciplinaires. Donc vous voyez que le rapport à l'information, il était difficile avant cette époque. Donc le Clémy, il est né en 83, c'est un service du réseau Canopé au niveau national. Donc en 90, dans les années 90, c'est vrai que quand les médias d'information ont commencé à développer des sites web, c'est vrai que nous, on s'est intéressé à la façon dont les contenus, effectivement, se présentaient. Bon, à l'époque, c'était un web extrêmement statique, et souvent les contenus ressemblaient finalement aux contenus papier, de la presse écrite. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment attendre, donc 10 ans plus tard, le web 2.0, pour que la révolution soit menée avec effectivement des contenus incroyables. C'est vrai que le web 1, on s'en souvient, certains d'entre nous s'en souviennent, c'était quand même 1 heure de connexion par mois. Quand on dit ça aux élèves, à nos jeunes, ils sont estomaqués évidemment, puisqu'ils sont dans la culture de l'illimité et du gratuit. Tout en sachant effectivement que la gratuité c'est un leurre, puisqu'en fait ce n'est gratuit que parce qu'on exploite leurs données personnelles. Donc là-dessus, sur la question de l'éducation média, bien évidemment, on aborde ces points-là. Donc après le Web 2, c'est vrai que pour nous, ça a été quand même un grand changement. Donc, dès le début, dès les années 2000, puisque Facebook a été créé en 2004, c'est vrai que la question de l'éducation aux médias d'information est devenue aussi une question d'éducation aux médias sociaux. Donc, en fait, on aborde les deux axes, évidemment, très largement. Et donc, sur la dimension web participative, forcément, les jeunes vont être amenés à être confrontés à toutes sortes de contenus, d'où l'information et la désinformation. Donc l'éducation aux médias, quand même, un autre grand changement en termes chronologiques, c'est qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour les enseignants, l'éducation aux médias. Nous, pendant longtemps, on a milité pour que ça puisse se développer. Que ça devienne obligatoire. Mais il a fallu quand même attendre la loi de refondation de l'école, 2013, pour qu'enfin, ça soit dans les textes officiels, dans les différents domaines du socle, Jean-Marc Herriot l'a évoqué. Et puis, dans le domaine de compétences numériques aussi, il y a beaucoup d'entrées, éducation aux médias et à l'information. Donc ça c'est quand même important de se rappeler de ça. Sur la question de l'organisation, comment on travaille avant d'en venir au contenu, information, désinformation, comment on aborde ça. Donc l'organisation, en fait, académique. Donc nous, on a des professeurs référents en éducation aux médias dans tous les établissements du secondaire. C'est un peu une particularité de l'Académie de Bordeaux, même si après ça a été déployé dans d'autres académies. Depuis 2008, 2 enseignants référents, dont le professeur documentaliste, dont c'est un des axes de mission, sont référents sur ces questions-là dans les établissements scolaires, les collèges et les lycées. Ça représente un pilier sur l'Académie de Bordeaux de 800 personnes, qui sont des interlocuteurs privilégiés, avec qui on travaille.
Ensuite, on a des relais départementaux. Dans chaque département, il y a des relais Clémy. On a monté des dispositifs qui permettent de travailler sur le long terme, puisque ça, c'est un peu la clé aussi de la réussite. On ne peut pas éduquer aux médias et à l'information sur une action ponctuelle. C'est vrai que la semaine de la presse, on a fêté la 30e année cette année. Honnêtement, pour nous qui sommes praticiens d'éducation aux médias, ça a un peu un côté anecdotique, parce qu'en fait, on travaille toute l'année sur tous les niveaux et tous les médias. Donc, médias d'info, médias sociaux. Donc, vous imaginez le champ d'action. Et puis, on a lancé cette année 10 résidences de journalistes, financées par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est une volonté très forte du ministère de la Culture depuis les attentats de Charlie, depuis 2015, de déployer ce genre de dispositif où un journaliste vient en résidence sur une durée donc assez longue et il va éduquer les jeunes à l'information, à ce qu'est la désinformation, etc. Dans votre département, il y a par exemple au lycée Val-de-Garonne une résidence de journalistes, voilà, qui a été déployée cette année. Alors, sur puisque c'est les méthodes, oui. Voilà, Comment la on thématique fait du débat. Donc, le parcours d'information des jeunes citoyens, comment les éduquer. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que leur parcours d'information, leur parcours informationnel, il est vraiment protéiforme. Alors, nous aussi, on a fait comme la Manif, on a mené des enquêtes, des petites enquêtes de proximité ou locales dans les établissements, et on s'est rendu compte, effectivement, que les jeunes ont vraiment une pratique assez étonnante des médias d'information, puisque ça va être, par exemple, le matin, quand les parents les amènent à l'école, ils entendent la radio, dans la voiture, dans la voiture. Ensuite, le soir, pendant le repas, on va écouter des FM TV, par exemple, chaîne d'info en continu. Mais en même temps, donc bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, alors on a un certain nombre de notifications parce qu'on suit un certain nombre de comptes qui nous arrivent, parce qu'on a des centres d'intérêt, on s'intéresse à certains sujets, etc. En même temps, comme en lycée particulièrement quand nos professeurs nous font travailler sur certains sujets, ils nous conseillent d'écouter sur France Culture un certain nombre de spécialistes, donc on écoute au format podcast un certain nombre d'interventions, d'émissions, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement diversifié. C'est dans le même temps, c'est dans un temps très resserré. Oui, dans une journée en fait. Ce qui est lié à la surinformation. Voilà, donc évidemment, finalement, dans cet univers protéiforme, l'objectif de l'enseignant, c'est finalement de mettre de l'ordre dans le désordre. C'est ce que dit Marcel Gaucher, mais c'est vrai que finalement, c'est un peu ce qu'on va faire. Donc on va essayer de leur donner des repères, des méthodes pour intégrer finalement les bons réflexes. Donc, comment faire pour éduquer d'abord à l'information, avant d'aborder la désinformation? Effectivement, monsieur Savama, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut définir, donc on commence par définir ce qu'est l'information. Et l'information, c'est une mise en forme. Donc c'est ça qui est intéressant à voir avec les jeunes, c'est-à-dire de leur montrer que sur un événement, par exemple, quand un journaliste va le couvrir, il va s'appuyer évidemment sur les faits. S'il y a des témoins, parce que le journaliste n'est pas toujours sur place, mais il y a peut-être des témoins au moment où l'événement s'est produit, donc il va aller enquêter auprès des témoins, il va remettre en perspective, il va contextualiser, il va vérifier, etc. Ce qui fait que là, on va passer d'une communication qui était directe, l'événement s'est produit, il y avait des témoins, à une communication indirecte. Donc on est vraiment bien dans la remise en forme, et donc là-dessus, on insiste beaucoup parce que les jeunes sont très actifs sur YouTube, vous l'avez dit, et c'est vrai que sur YouTube, en fait, on trouve tout et son contraire sur un même sujet. Pour nous, c'est un outil extrêmement formateur, YouTube, parce qu'on amène les élèves et les enseignants, puisqu'on forme surtout les enseignants, à, sur un même sujet, comparer des ressources différentes, c'est-à-dire le document brut, qui n'est pas du tout de l'information, le document contextualisé, traité journalistiquement, parce que les chaînes, les médias professionnels sont sur YouTube aussi, donc on va trouver des ressources. On va trouver parfois des documents qui sont de la communication, donc avec un autre axe où on ne montre que les côtés positifs, on va trouver de la propagande, et ça c'est extrêmement intéressant. Alors, premier point, effectivement, c'était celui-ci. Deuxième point, on travaille sur la notion d'objectivité. Objectivité, plutôt honnêteté qu'objectivité, puisqu'on montre que l'objectivité n'est pas possible. À partir du moment où on est journaliste, on a un point de vue sur un sujet, on travaille pour un média, on suit une ligne éditoriale, donc forcément on ne peut pas tout dire d'un événement, on va choisir ce qu'on appelle un angle. Et donc ça c'est très important que les gens en aient conscience, et les enfants, les petits en fait, en particulier dans les écoles primaires, on travaille beaucoup sur la photo, justement, parce que c'est une entrée vraiment extrêmement formatrice. L'angle de vue. L'angle, exactement, le cadrage, le hors-champ, etc. Et ça, tout de suite, ils comprennent très bien que finalement, il va falloir effectivement prendre un peu de recul par rapport à ce point de vue, qui n'est qu'un point de vue peut-être parmi d'autres. Donc, la meilleure entrée,
pour former, éduquer. Vous l'avez dit, tout le monde est producteur, c'est de les faire produire. Les faire produire, donc c'est vrai qu'au Clémy, nous on croit beaucoup aux médias scolaires, médias collégiens, lycéens, même en école primaire. Ça peut être un journal, ça peut être une web TV, une web radio. On mène beaucoup d'expériences de ce type. Et c'est vrai que quand l'élève, on travaille avec France 3 aussi, on a un gros partenariat là, avec France 3 Aquitaine depuis très longtemps, avec Canopé, avec le réseau Canopé. C'est vrai que quand on produit pour une chaîne, eh bien, forcément, on doit suivre un cahier des charges, définir un mode de traitement. Et là, les élèves tout de suite comprennent quand ils regardent l'actualité que finalement, c'est vrai, le journaliste, il a dû faire des choix. Donc il n'est pas objectif, mais en tout cas, il peut faire son travail honnêtement, tout en ayant effectivement un point de vue. Toute la dimension aussi, quand on aborde les questions sur l'information, toute la dimension sur l'écosystème médiatique, médias d'info, médias sociaux, tout ce que vous avez évoqué effectivement sur le modèle économique. Bon. Donc, tout ça évidemment entre dans le dispositif. Alors, sur les infox, on y arrive. Ouais. Je vais essayer de pas être longue. Oui, parce qu'on va échanger un petit peu. Mais... Alors, sur les infox, c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant quand même, parce que c'est tellement vertigineux la vitesse avec laquelle une infox en chasse une autre. Je trouve que ce qui est pas mal avec les jeunes élèves, c'est de prendre un peu de recul. C'est-à-dire à un moment donné de s'extraire de ce flux vertigineux numérique de l'infox et puis de revenir sur l'esprit critique de la philosophie des Lumières. Moi j'aime bien travailler par exemple sur la Dent d'or de Fontenelle, fin du XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire des oracles qui est vraiment très amusante, où à un moment donné, un enfant, on pense qu'un enfant a une dent en or, et donc tous les scientifiques viennent pour vérifier si cette dent... Alors, ils essaient de trouver, en fait, avant de vérifier si vraiment la dent est en or, ils essaient d'échafauder des théories, des thèses, les gens se contredisent, etc. C'est une critique très sévère des savants et de la démarche scientifique à l'époque. Et donc finalement, à la fin, Fontenelle conclut en disant qu'on a beaucoup plus vite fait de trouver des explications plutôt que d'aller vérifier d'abord, et ça correspond exactement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on échappe ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on échafaude des théories sur finalement du blou, c'est ça? Oui. Voilà, je ne connaissais pas le terme. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, entrer dans le sujet par la subtilité. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de formations où on parle de fake news, mais il faut savoir de quoi on parle très clairement. Et entrer dans la subtilité, c'est définir exactement ce qu'est la mésinformation, ce qu'est la désinformation. C'est-à-dire que moi, je me suis appuyée, quand on a travaillé sur les formations, sur les travaux en fait, d'une universitaire de l'université d'Harvard, Claire Wardle, qui fait partie d'un collectif de scientifiques qui travaillent sur la vérification de l'info, First Draft, vous connaissez sans doute, qui a donné naissance au dispositif cross-check qui a été mis en place au moment de la présidentielle en France, ces médias qui ont travaillé sur la vérification. Et Claire Wardle, en fait, elle a établi une typologie très précise. Donc, deux grands ensembles. D'un côté, la mésinformation, c'est-à-dire les informations qui sont fausses, mais qui ne sont pas publiées dans l'intention de tromper. C'est par exemple l'erreur. On peut faire une erreur. Quand l'AFP annonce la mort de Martin Bouygues, il y a quelques années, ça paraît hallucinant que l'AFP puisse faire une erreur pareille. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion avec les jeunes de travailler sur les conditions dans lesquelles travaillent les médias. Il faut travailler vite. Il faut être réactif, des fois on va trop vite, et donc on n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc l'erreur, le canular, évidemment, le Gorafi par exemple, donc des sites qui sont là pour faire satiriques, qui amusent, qui sont drôles, parce qu'il y a toute une culture du LOL justement, dans sa conversion. Et de l'humour. Voilà, on aime bien sur les réseaux sociaux partager des choses amusantes, mais en même temps, voilà, c'est d'avoir conscience que c'est faux, donc ça c'est la mésinformation. Et puis tout ce qui va être désinformation, donc la véritable intention de tromper. Et là, on va être dans tout ce qui est usine à clics ou faux à visée commerciale, c'est-à-dire, vous savez, les sites sur lesquels on va avoir des infos très, très spectaculaires, très attractives. Donc on a envie de cliquer, on clique, mais en vérité, il n'y a rien derrière et c'est simplement pour générer des revenus publicitaires, parce qu'il y a des fenêtres publicitaires qui vont s'ouvrir. Donc ça, la propagande, évidemment. Sur la propagande, on s'appuie beaucoup sur l'histoire, évidemment, vous imaginez, parce que là, dans les établissements scolaires, le professeur d'histoire est une grande ressource. Et puis, bien sûr, le complotisme pour terminer. Donc ça, voilà, ça c'est le deuxième point, surtout mettre de la subtilité, de la finesse dans l'analyse du faux. Je termine très vite. Intégrer les protocoles de vérification aussi, des petits réflexes tout simples. Quand on va sur un site et qu'on a un doute, on va aller tout de suite, on invite les
les élèves à aller chercher dans les mentions légales, dans la rubrique à propos, pour voir déjà s'il n'y a pas Qui de publie, infos qui quand. peuvent m'éclairer, exactement. On va recouper, évidemment aussi. S'il y a une attaque de requin à Biarritz sur le site actualité.co, je vais voir dans la mention, dans les mentions légales ou dans la rubrique à propos, le site se présente bien comme un site de canular. En revanche, je vais peut-être quand même aller cliquer sur France Bleu Pays Basque ou Et les élèves, ils commencent à le faire. Est-ce que, je ne sais pas si on est beaucoup à faire, hein, d'aller voir dans les mentions légales. Ou Sud-Ouest Bayonne, bon voilà. Et donc aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que quand on a des petits protocoles, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, plus l'information est spectaculaire, plus il y a de chances que ça soit faux. Donc soyez vigilants. Ensuite, si c'est sur un réseau social, allez voir qui a publié cette info. Est-ce qu'il est suivi par beaucoup de personnes? Qui sont les gens qui le suivent? Est-ce que lui-même, les publications qu'il publie, elles sont crédibles ou pas crédibles? Donc c'est un apprentissage qui est long, c'est pour ça que ça ne peut pas être une action ponctuelle, ça ne peut pas être que pendant la semaine de la presse qu'on fait de l'éducation aux médias, il faut en faire toute l'année, il faut que tous les profs s'y engagent, le documentaliste est une personne ressource, donc voilà. Et puis s'appuyer bien sûr sur le travail des journalistes, remarquable, le fact-checking, on a parlé des codeurs, il y a Check News, Libération, il y a sur 28 minutes la rubrique des intox, il y a énormément de ressources. Et bientôt sur BFM. Énormément, tu vas lancer ça, Pascal, hein, pour les pédagogues. Et puis, voilà, je fais ma petite rubrique téléachat. Il y a aussi les ressources du CNI, bien évidemment. Donc, si dans la salle, il y a des animateurs, des médiateurs numériques, etc., j'ai mis les brochures là à votre disposition. Voilà, j'arrête parce que formidable. vous la parole. Non, mais formidable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et je pense que partir des jeunes, des enfants et atterrir sur comment on fait avec les jeunes et les enfants, ça nous donne des leçons sur comment on fait nous. D'ailleurs, c'est pas mal parce qu'elle a parlé de pas mal de choses qu'on essaye de faire dans notre petite enquête info des infos. Je vous invite à y aller parce qu'il y a quelques questions comme ça qui sont suggérées. Voilà, alors qui veut réagir, apporter éventuellement un témoignage ou souligner quelque chose dont on n'aurait pas parlé, qui vous semble nécessaire, si vous le souhaitez, si vous êtes infobèse dans cette réunion, parce que tellement de choses ont été abordées, on a essayé de faire, c'est la première fois qu'on fait l'exercice, on essaiera de le décupler, de l'améliorer, de le concentrer peut-être effectivement, parce que par moments... c'est un peu vertigineux tout ce qu'on entend d'informations. Donc, est-ce que l'un d'entre vous, est-ce que, en réaction, je me retourne vers ceux que je connais ou que je reconnais. Peut-être nous mettre tout ça en perspective. Là. Comment ils nous voient? Alors, juste. Comment ils nous voient? Voilà. Comment voyez-vous? Comment nous voyez-vous, nous, consommateurs d'informations, et vous, émetteurs, même si j'ai compris qu'on était tous, à 15 ans, 20 ans l'intelligence artificielle qui arrive, est-ce que ça tue vos métiers? Qu'est-ce qu'on devient, quoi? Alors, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'il y a une autre question complémentaire? Voilà. Oui, une question complémentaire, parce que c'est très bien, et vous l'avez dit remarquablement, de former nos enfants, mais moi, je me demande s'il n'y a pas un appétit aussi, chez les adultes, sur ces questions-là, à être formés. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une ouverture à se dire, écoutez, soyez lucides par rapport à tout ce qui est info des infos, et on va vous donner quelques codes pour pouvoir vous auto-gérer. Vous voyez, moi je suis un médecin de formation, on fait beaucoup d'éducation thérapeutique des patients. Eh bien, on peut essayer de faire une espèce d'éducation thérapeutique du lecteur, du citoyen qui, face à l'information, puisse avoir une formation. Et je pense qu'il y aurait des gens intéressés, et j'en fais partie. Alors, réaction, Bernard. Oui, vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, on a parlé, enfin Pascal a parlé d'une étude du MIT, donc c'est aux États-Unis, qui montrait que les plus de 65 ans avaient tendance à faire circuler, à diffuser les infox 7 fois plus que les classes d'âge beaucoup plus jeunes, puisque c'est les classes d'âge jusqu'à 29, voilà, 18-29 ans. Et alors effectivement, on peut se demander pourquoi, et c'est peut-être parce que c'est une classe d'âge qui n'a pas du tout été éduquée par
au numérique et qui s'y est mise de façon spontanée, sans connaître justement les règles, les préalables, et qui n'ont pas bénéficié d'une éducation. Donc et avec moins d'expérience. Et avec évidemment moins d'expérience, hein, puisqu'ils l'ont... voilà, donc vous avez tout à fait raison, c'est une éducation qui devrait... Enfin, en tout cas, c'est un effort que tout le monde devrait faire, et évidemment à tout âge. Alexis, et là, demain, dans 15 ans, on est complètement robotisé. Non. Comment ça se passe là? Comment on sauve l'humain dans tout ça d'après toi? Sauve-toi toi-même. Alors, je suis pas mal. Non, mais vraiment. Je vais me mettre dans les classes. Je suis pas Madame Irma, hein, j'ai pas de boule, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui doit nous inquiéter, c'est la fermeture en fait d'Internet. Fermeture par les plateformes qui sont les premières à privatiser l'espace public d'une certaine façon. Une réflexion sur la donnée aussi importante. La donnée devrait être un bien commun. Ça ne devrait pas être une matière première à faire du profit. Donc là, il y a un vrai grave problème de société d'accepter en fait que cette donnée soit captée à des fins de business alors qu'elle est un bien commun. Donc il va falloir vraiment changer ça si on veut sortir du capitalisme de surveillance qui est en train de se mettre en place. On le voit en Chine, où vous êtes citoyen modèle, mais du jour au lendemain, si vous oubliez de payer une taxe, une amende ou quoi que ce soit, vous ne pouvez plus prendre l'avion, vous n'avez plus des droits parce que reconnaissance faciale, etc., vous n'échapperez pas à Big Brother. Nice est très contente de mettre en place un système de vidéosurveillance. Monaco va s'y mettre aussi avec la 5G offerte par les Chinois d'ailleurs. Donc un problème de souveraineté numérique déjà sur comment on reprend du territoire public aux plateformes. Et puis l'autre chose, c'est comment on empêche les États de rentrer dans ce délire de la surveillance. Parce que c'est très séducteur pour un État de se dire ben voilà, je vais tout surveiller, ce sera beaucoup plus simple, on aura... Parce que surveillance égale manipulation, c'est ça? Parce que derrière ça, en fait, vous avez le principe de la censure et de dire que pour votre bien, on va effectivement faire la lutte contre la fausse information, mais ça commence par une bonne intention, l'enfer est pavé de bonne intention, et là, on arrive finalement à la censure et à l'idée que... on n'aura plus, finalement, on aura un désintérêt croissant pour l'information, qui est déjà là. Enfin, ce que je vois dans 15 ans, ce qui me fait peur, c'est justement qu'on va oublier ce qu'est l'information. Que les nouvelles générations n'auront pas cette idée, enfin pour eux, une information, ce sera une blague d'Hanouna avec la dernière dépêche de l'AFP au même niveau, voire la blague d'Hanouna plus haut, parce qu'effectivement, c'est ce côté drôle, c'est ce côté qui marche. Et il faut voir la consommation aussi de ces générations de l'information, c'est-à-dire qu'elles consomment en passant d'une plateforme à l'autre sur du mobile. Il n'y a plus de rendez-vous télévisuels, il n'y a plus d'achat de papier. Enfin, moi, mes enfants, je les fais lire, je fais des efforts, je les ai abonnés à Sciences et Vie, des choses comme ça, mais on n'est pas nombreux à le faire finalement, je pense. Enfin, on essaye tous. Il y a l'école qui fait ce qu'elle peut, mais j'interviens dans les classes justement sur les fake news, et je pose toujours la question, quoi. Quels sont vos supports d'information? Est-ce que vous avez des abonnements, des choses comme ça? C'est une catastrophe. C'est Snapchat, enfin, il n'y a pas d'utilité à l'information. Pour eux, ils vont aller sur Twitter pour voir le dernier album du machin. Enfin, c'est de l'entertainment d'abord. Or, je l'ai un peu évoqué, et toi aussi, la démocratie, elle passe par une bonne information, un citoyen informé. Et si on oublie ça, dans 15 ans, on sera dans ce capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de démocratie, il y aura une marche unique du monde, qui sera celle de la consommation, d'un côté, et du contrôle de l'autre. Les idées, vous les gardez pour vous, ou les idées, il n'y en aura plus. Finalement, on s'en fout. C'est Big Brother, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est que le début. Donc il y a un danger évident, on en est conscient, donc c'est la bonne nouvelle. En revanche, il ne faut surtout pas faire confiance aux plateformes. Je ne crois pas une seconde que Mark Zuckerberg soit sincère ou que les grands pontes de la Silicon Valley soient sincères dans leur volonté de lutte contre la fausse information. Ils font ce qu'ils peuvent évidemment, mais c'est pour sauver leur business model. C'est pour empêcher qu'il y ait une fuite majeure des usagers. Donc tout ce qui est fait pour votre bien est fait pour leur bien d'abord. Et ce qui, moi, m'interpelle davantage, c'est qu'on est vraiment à la traîne en Europe, on n'a pas les moyens de notre souveraineté numérique, on est à la merci des Américains et des Chinois. D'ailleurs, on fait vendredi, on organise avec l'association de la souveraineté numérique française
une conf avec Cédric Villani, et on en aura d'autres sur ce sujet-là, parce qu'il est clé pour la campagne et pour la suite en fait de ce que va être l'Union européenne, ce que va être notre pays. On doit s'affranchir du pouvoir des acteurs privés et des acteurs publics autres, qui sont les grandes puissances, les empires, dont nous n'avons pas la capacité en fait. Voilà, on en est conscient, mais on verra dans 15 ans où on en sera. Voilà, donc on a choisi entre la manipulation commerciale, la manipulation idéologique, et le bien commun, et le bien public, hein, c'est un peu ça, donc faites vos choix. Ben, c'est exactement ça qui va se passer quand on parlait de la question portée sur l'intelligence artificielle et est-ce que le métier de journaliste va disparaître. L'important, c'est pas que le métier disparaisse, c'est que ce maillon démocratique se fasse exploser. Ça va être quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, ce n'est pas un système intelligent au sens où on l'entend, c'est un système de traitement des données, de traitement de l'information basé sur des algorithmes. Ce qui va se passer dans 10-15 ans, ce que je crains, hein, c'est que vous, ici à Agen, vous êtes un homme, vous habitez à Agen, vous avez un métier, vous avez des enfants, vous n'en avez pas, etc. C'est que l'information qui va vous être apportée via les réseaux, via le numérique, via votre smartphone, via votre télé connectée qui va arriver bientôt chez vous, eh ben, ne sera pas la même que la mienne. On n'aura plus du tout la même information. Il y aura toujours, ce n'est pas un problème de journaliste, on continuera à produire de l'information parce qu'il faudra la produire, il faudra l'écrire, il faudra la filmer, il faudra la commenter, mais celle qui vous arrivera, eh ben, ce ne sera pas la même que celle qui arrivera à votre voisin, parce qu'on va estimer que vos revenus, votre catégorie socio-professionnelle, votre situation, votre âge, ce que vous êtes, eh ben, l'information sera personnalisée. Le danger de tout ça, c'est qu'à la fin, plus personne n'aura la même information, ça c'est le premier danger, mais surtout le plus grand danger selon moi, c'est que la vraie information, qui va être payante, qui va être un peu plus chère, sera réservée à une élite. Comme aujourd'hui, pour manger bien, pour manger sain, pour manger bio, il faut dépenser plus d'argent. Je crains que dans 10, 15, 20 ans, pour s'informer sainement, il va falloir dépenser de l'argent, s'abonner au Monde, s'abonner... peut-être pas regarder BFM TV, enfin j'en sais rien, mais dépenser de l'argent pour pouvoir s'informer sainement. C'est ça ma crainte, c'est pas spécialement la disparition du métier de journaliste. Bernard, tu voulais ajouter? Oui, il y a une forme de paradoxe parce qu'effectivement avec le web, en tout cas dans un premier temps, et encore maintenant on le considère comme une ouverture et on s'aperçoit que finalement, et notamment à cause des algorithmes ou grâce aux algorithmes, c'est plutôt un système d'enfermement. Il y a des systèmes de bulles où finalement on se retrouve dans des univers qui sont les univers desquels on est le plus proche, et finalement, plutôt qu'une ouverture, on se retrouve avec une confirmation de ce que l'on pense, avec des amis qui pensent finalement à peu près comme nous, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Et effectivement, la personnalisation va accentuer ce phénomène. Voilà. Alors, Autre chose sur les plateformes, en tant qu'utilisateur des plateformes, il faut être conscient aussi que c'est un zoo humain à ciel ouvert et qu'on est en fait tous des cobayes. Ils testent des trucs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas plus que nous où ils veulent en venir, mais l'algorithme... C'est aussi une chance. Ben, on peut effectivement, on peut dire je m'en vais, finalement ça me plaît pas ton truc, là le bout de fromage au bout du labyrinthe, j'ai pas envie d'aller le chercher, et on peut se barrer du labyrinthe, on a le choix. On a encore le choix, mais c'est bien la question, dans 15 ans, est-ce qu'on aura encore le choix? Bon, alors je crois qu'on a beaucoup de choses à faire tous ensemble, hein. On va continuer à s'informer. Moi qui ai vraiment une réaction, on va s'arrêter là parce que sinon voilà, on va s'épuiser, hein. Et puis il faut qu'on passe à l'action parce qu'il faut parler, il faut controverser, il faut aussi s'y mettre et agir. Moi je dirais simplement du point de vue peut-être des collectivités locales et du service public, que j'interpelle le service public. Je pense que cette formation, elle est à produire déjà chez nous, dans nos villes, vers nos citoyens, vers nous-mêmes en tant qu'agents, élus, acteurs de l'éducation, etc. Donc effectivement, tous ceux qui sont en contact avec le public, au sens du service public, j'entends bien, hein, et effectivement pour lutter contre quelque chose qui finalement est pour le moment essentiellement un objectif commercial. Parce que paradoxalement, il y a beaucoup de manipulation idéologique et politique, on en a beaucoup parlé, mais je pense que derrière ça,
chacun dans vos métiers, inventons un autre mot que ce mot numérique qui lui-même nous enferme dans quelque chose qui n'est défini que par les GAFA et probablement la culture américaine. C'est un point de vue personnel, mais je crois qu'on a là aussi en tant que Français à défendre notamment une part de la francophonie dans ce secteur du numérique, traduire les mots, ne pas se laisser emporter dans des cultures qui ne sont pas les nôtres, ou défendre les nôtres dans l'intelligence et dans l'ouverture et dans la compréhension des autres. Voilà, tout ça, moi, ça me parle de secteur public, c'est pour ça que j'ai envie d'aller vers les villes, et j'ai envie de leur dire qu'en proximité, on peut régler ces problèmes-là, et on le voit, parce qu'on apprend des choses. Moi, je n'avais pas connaissance d'un certain nombre d'actions qui étaient menées ici à Agen, dans la médiation numérique, ou dans l'éducation numérique, et on voit qu'il y a des choses originales qui seraient à déployer, à diffuser, et on est là pour le faire, pour partager des expériences. Je vous remercie. Je remercie la ville d'Agen, je remercie M. le maire et son ouverture formidable sur tous ces sujets et sa volonté. Je vous invite à aller dans le camion du Naïf Numérique Tour dès demain. Vous verrez, c'est un instrument d'éducation formidable. Mais pour tous, hein, pour tous les adultes, c'est bien pour les enfants, mais pour nous autres, j'espère qu'on aura le temps, peut-être qu'on aura le temps, peut-être jeter un coup d'œil vers ce maire. Et voilà, et donc on essaiera de réitérer cette réunion dans d'autres villes, ailleurs. Et encore vraiment merci pour cet effort.